Bienvenue à nouveau dans cette session des 4e rencontres de la recherche clinique des ARC et des TEC. Vous voyez derrière moi s'affiche le hotspot Wi-Fi, donc vous pouvez vous connecter sur le réseau Wi-Fi PharmaSuccess et la page vous demandera d'entrer vos noms et prénoms. Et vous avez également le hashtag recherche clinique qui est à votre disposition pour suivre les discussions sur Twitter. Sans plus tarder, j'appelle Jean-Michel Joubert qui va modérer cette session sur les nouveaux territoires de la recherche clinique. Bien, merci beaucoup. Bonjour à tous, mesdames, messieurs, chers collègues, chers amis. Je suis évidemment très heureux d'être parmi vous aujourd'hui et de pouvoir discuter avec d'éminents collègues d'un sujet sur la recherche clinique, ces nouveautés, ces nouveaux territoires. Et tel que le titre l'annonce, la thématique campe résolument la recherche clinique dans un monde moderne. Peut-être quelques mots d'introduction, le temps de laisser arriver nos intervenants qui garent leur taxi ou leur vélo. Je n'ai pas très bien compris, mais enfin, je pense qu'ils vont arriver dans quelques minutes. Donc, je vais essayer de mettre quelques mots de généralité en forme d'éditorial, peut-être, pour qu'on puisse démarrer sereinement. Alors, on est réunis aujourd'hui sur des sujets d'innovation en recherche médicale. Alors, comme vous savez, cette recherche, évidemment, est une condition essentielle à l'accès au progrès thérapeutique et à l'amélioration de la qualité des soins et de la prise en charge des malades. Il s'agit rien moins que d'inventer la médecine de demain. Alors, parmi les enjeux, on va dire, de l'économie de la connaissance, la recherche clinique ouvre de nouveaux défis pour les organismes qui sont concernés. À gros traits, la recherche publique, les centres de soins, les hôpitaux, les organismes de recherche privés et industriels notamment, et quelques autres dont on parlera tout à l'heure, qui doivent s'articuler, se coordonner, créer des passerelles, gagner en performance, mettre en commun des moyens, rationaliser les axes de recherche, développer des moyens de la valorisation, une paille. Alors, ces sujets qui sont éminemment d'actualité, dont on va débattre un peu tout à l'heure, viennent s'ajouter aux problématiques propres, je dirais structurelles, de la recherche médicale, qui sont la longueur des études elles-mêmes, la lourdeur des effectifs, l'amplitude des effectifs, les besoins de qualification des personnels, la multiplicité des acteurs, les problèmes d'accès au matériel biologique humain et au cadre juridique, des coûts croissants, des financements qui le sont moins, des débouchés d'aval, les applications médicales directement, des problèmes de communication, d'évaluation. Pour faire court, je crois qu'on a pas mal de sujets là-dedans qui sont évidemment préoccupants. Cette recherche médicale aujourd'hui est très questionnée sur ces aspects. On a un certain nombre d'acteurs, et on en a autour de nous aujourd'hui pour venir en parler, ont pris ces sujets à bras-le-corps. Mais peut-être je voudrais revenir sur 3 éléments qui me paraissent là comme ça un peu structurants et majeurs dans les défis d'aujourd'hui. Dans un premier temps, je pense que c'est l'approche. L'approche historique par pathologie ou par organe me semble devoir laisser la place, être en train de laisser la place à une approche plus transversale, fondée plutôt sur les concepts physiopathologiques. Les débouchés thérapeutiques qui en découlent conduisent à des traitements, des médicaments, à des traitements plus homogènes, qu'on pourrait qualifier d'intelligents, et qui sont non plus dépendants de l'organe cible, mais plutôt des structures de la cible biologique. Et peut-être 2 ou 3 exemples. Dans les pathologies inflammatoires, on voit bien les anti-TNF qui sont aussi efficaces sur le tube digestif que sur l'os, sur l'articulation ou sur l'œil. Un autre exemple, peut-être en cancérologie, où on connaît bien le traitement du cancer du sein et en lien avec le gène HER2. Et on voit aujourd'hui que, par exemple, ce sont des produits qui fonctionnent bien dans le cancer de l'estomac. Peut-être un autre exemple sur les anti-VEGF, qui sont historiquement et classiquement des traitements des cancers, le sein, le côlon, etc., et dont on voit bien qu'ils ont un effet extrêmement important dans la DMLA, et puis plus récemment, je crois avoir lu, dans la maladie de Randu-Osler, qu'on avait des résultats intéressants, et on voit bien que ces pathologies, a priori, n'ont rien à voir en termes de phénotype. Alors, cette approche-là fait appel à quelque chose de finalement assez nouveau, bien entendu, implique des équipes encore plus multidisciplinaires,
multispécialité, avec une approche plus intégrée, en tout cas transpathologie, et on voit bien que structurellement, probablement, la recherche doit, dans ces dimensions-là, avancer un peu. Le deuxième aspect qui me paraît assez présent aussi, c'est celui, maintenant un peu classique, mais de la génomique et de l'émergence de la génomique et de la protéomique dans notre système. Alors ça a des conséquences politiques, structurelles, organisationnelles sur le système de santé, qui sont majeures, mais ces conséquences, à mon sens, doivent aussi être pesées sur les objectifs et les structures de la recherche médicale, qui doit absolument intégrer ces notions, parce que ça conduit à une médecine, on dit personnalisée, je préférerais dire prédictive, et donc les méthodologies et les populations cibles auxquelles on fait allusion, se réduisant à l'individu lui-même, évidemment, doit changer la structure des éléments de recherche. Et puis le troisième élément qui va peut-être être plus discuté dans cette table ronde, me paraître, en termes de nouveaux territoires, encore une fois, être celui de l'organisation, je pourrais dire quoi, géopolitique, organisationnelle de cette recherche médicale, en tout cas sur le sol français. Alors on a vu qu'elle devait être multidisciplinaire, elle l'est la plupart du temps déjà, et représenter un continuum du cognitif au translationnel à la recherche clinique, avec un retour vers le patient. Alors dit comme ça a l'air simple. Ça doit être le fruit d'un dialogue entre les chercheurs et les cliniciens. Et aujourd'hui, la question se pose en fait de sa fragmentation. Alors, bon, je ne vais pas vous citer toutes les structures de recherche qu'on connaît, mais entre les CIC, les IHU, les LABEX, les SATT, les centres de référence, etc., les réseaux, ça pose des problématiques de fragmentation d'une part ou de coordination d'autre part. Ça pose des problématiques sur ces objectifs et donc de ces liens entre les équipes de recherche, entre les objectifs d'une équipe, les objectifs personnels, les objectifs des équipes, des réseaux, etc. Les équipes de recherche d'une part et les équipes hospitalières d'autre part, qui ne sont pas toujours situées géographiquement sur les mêmes territoires géographiques. Les équipes industrielles, ou en tout cas privées, de recherche effectivement aussi, mais aussi les sociétés savantes et les patients. Et je pense que, on est nombreux à penser, mais je pense que finalement, il conviendrait, et ce sera un des sujets dont on parlera tout à l'heure, que l'ensemble de ces centres de recherche puissent au mieux s'articuler autour des patients, centrés sur le patient si vous voulez, et se localiser finalement au plus proche de là où est le soin. Voilà peut-être quelques pistes déjà de discussion. Je pense que ce sont des sujets sur lesquels on va revenir abondamment. Bon, j'espère que nos amis vont arriver. Mais pour en parler, donc, je voudrais vous présenter donc, les personnalités qui ont été invitées à cette table ronde et dont certains sont ici. Donc je commencerai par Philippe Frogel, qui est diabétologue, qui est chercheur en génétique, en biologie moléculaire, qui est professeur à l'Imperial College à Londres et qui est directeur de recherche au CNRS à l'Institut Pasteur à Lille. Le professeur Gilles Montalesco, qui est cardiologue, qui est responsable des soins intensifs à l'Institut de cardiologie à l'hôpital de la Pitié-Salpêtrière à Paris, et qui est directeur de recherche d'unité INSERM sur la thrombose et qui est président de Action Cœur, qui nous parlera de recherche clinique en cardiologie interventionnelle. Et Philippe Frogel nous parlera de recherche translationnelle dans les maladies métaboliques. Alors nous attendons imminemment donc, le professeur Jean Sibilia, qui est rhumatologue, qui est chef de service du service de rhumatologie à l'hôpital Haute-Pierre à Strasbourg, qui est au demeurant doyen de la faculté de médecine de Strasbourg et qui est plus récemment peut-être président élu du CNCR, hein, le Centre national de recherche de coordination de la recherche médicale, et dont je pense qu'il vous parlera abondamment, donc je ne vais pas expliquer plus avant ici ce que c'est, pour ceux qui ne le sauraient pas, et qui nous parlera des évolutions de la recherche clinique. Alors je pense plutôt en général que dans les pathologies inflammatoires, mais probablement prendra-t-il des exemples dans ces disciplines particulières. Et puis le professeur Jean-Yves Blais, qui est cancérologue, qui est responsable du département cancérologie médicale et directeur du pôle sciences cliniques au centre Léon Bernard anticancéreux à Lyon, qui est président du groupe Sarcome français et qui a été pendant plusieurs années le président de l'ORTC, qui est l'European Organization of Research on Treatment for Cancer, et qui nous parlera alors des avancées lui aussi et des nouveaux paradigmes en recherche clinique. Et je pense qu'il s'appuiera largement sur la cancérologie et les exemples évidemment qui ont été beaucoup cités dans ces disciplines. Voilà, donc peut-être pour démarrer, je vais laisser la parole au professeur Philippe Frogel. Philippe, si tu veux venir jusque-là.
Merci. Bien. Quand j'étais jeune interne, il y a quand même pas mal de temps maintenant, quand on avait un nouveau diabétique à l'hôpital, on le pesait. Quand il était gros, on le traitait par la metformine. Quand il était mince, on le traitait par des sulfamides hypoglycémiants. Et puis ensuite, on voyait, et à la fin, ça se terminait par de l'insuline. Aujourd'hui, on pèse toujours le malade. On le traite, quel que soit son poids, par de la metformine. Et puis ensuite, quand la glycémie se détériore, eh ben, on ne sait pas. Il y a des empoignades homériques entre la Haute Autorité de la Santé, le Collège des généralistes et la Société francophone du diabète pour savoir ce qu'il faut faire. Et en réalité, on peut raconter tout ce qu'on veut. À la fin des fins, c'est quand même les sociétés pharmaceutiques qui décident. Et on va traiter les diabétiques avec la dernière pilule qui est arrivée sur le marché, en général la plus chère. Donc tout ça pour vous dire qu'on est quand même assez loin de la médecine de précision, médecine personnalisée, ou ce que vous voulez comme nom. Et si on veut y arriver un jour, dans le diabète comme dans d'autres maladies, il faut faire de la recherche translationnelle, de la bonne recherche clinique, sinon je crois qu'on y sera encore dans 20 ans. Alors moi, ma réponse, elle est génomique, puisque c'est effectivement ce que je fais. Ce que j'essaie de faire, c'est une dissection génétique ou génomique des différentes formes de diabète. Je travaille sur des familles, je travaille sur des cohortes de cas de contrôle, des études prospectives avec des gens qui sont normoglycémiques au départ et certains deviennent diabétiques après. Et puis, je fais tout un tas d'analyses génétiques et génomiques, avec l'objectif tout simple qui est d'élucider les causes de ces diabètes et, si c'est possible, pour chaque individu ou chaque famille, essayer d'avoir une cause spécifique. Et des fois, ça marche. Alors, par exemple, on a à peu près 2% des diabétiques qui ont une forme monogénique, c'est un peu comme une myopathie, c'est-à-dire qu'il y a une anomalie d'un seul gène suffisante pour entraîner un diabète. Toutes ces personnes, sans aucune exception, ont une forme pancréatique primitive, c'est-à-dire qu'ils ont un trouble de la sécrétion de l'insuline qui est lié à des anomalies d'une vingtaine de gènes possibles, et donc ils ne sécrètent pas assez d'insuline, parfois dès la naissance, souvent un peu plus tard dans la vie. Et on a des cas où faire ce diagnostic sert véritablement à quelque chose. Alors, par exemple, il y a une forme de diabète qui s'appelle le diabète néonatal, qui peut d'ailleurs arriver beaucoup plus tard dans la vie, qui est lié à une mutation de 2 gènes. Ces 2 gènes sont des potassium channels, des canaux potassiques. Et quand il y a une mutation de ces canaux potassiques, eh bien, il n'y a pas de sécrétion d'insuline. Ceci devrait être expliqué dans le suivant. Pourquoi ? Parce que le glucose, quand il rentre dans la cellule pancréatique, il est métabolisé, production d'ATP, ce qui va entraîner une fermeture des canaux potassiques, une dépolarisation de la membrane des cellules bêta, entrée de calcium et sécrétion d'insuline. Si vous avez pas de fermeture de ces canaux potassiques, le glucose ne sert à rien et vous ne pouvez pas, à ce moment-là, après les repas, sécréter l'insuline et vous êtes diabétique. Simplement, l'un de ces gènes, c'est le récepteur des sulfamides hypoglycémiants. C'est là où se fixent les sulfamides hypoglycémiants. Et donc, quand on a fait cette découverte il y a quelques années, la logique a été de traiter ces patients. Et ce qu'on a fait un peu partout dans le monde depuis 2005-2006, c'est de traiter ces patients par sulfamide hypoglycémiant. Donc on a parfois des enfants, des adultes qui ont été traités pendant presque toute leur vie par de l'insuline, vous imaginez l'angoisse, et on les passe à des sulfamides. Ça marche entre 95 à 98% des cas, on peut arrêter l'insuline. On a une hémoglobine glyquée environ 5%, glycémie H1 à moins de 5 millimoles, et on a maintenant un recul d'environ 7 ans. Conclusion numéro 1, quand on trouve la cause, on peut quasiment guérir le diabète. Guérir un peu, c'est comme l'hypothyroïdie, il faut prendre quelque chose de substitutif, mais ça marche. Et deuxièmement, les sulfamides hypoglycémiants ne sont pas dangereux quand ils sont donnés à bon escient. Alors, ce n'est pas obligatoirement des enfants, ça peut être des familles comme celle-ci, avec cette fois-ci, on l'a trouvé en faisant le séquençage de l'ensemble du génome, de l'exome, et
faire ce genre de diagnostic nous a conduit à passer au moins cette personne avec la petite flèche qui était sous insuline depuis 10 ans, très mal équilibrée, et maintenant elle a un équilibre parfait sous sulfamide hypoglycémia. Donc ça, c'est une véritable médecine personnalisée basée sur la génétique. Alors, on peut toujours se poser des questions si ça vaut le coup de faire ça. Alors, ça a été calculé pour le diabète néonatal et il a été montré par plusieurs études, dont cette étude américaine qui est véritablement sur le plan économique. C'est un très bon exemple où la diagnostic génétique vaut le coup, puisque non seulement au niveau humain, mais au niveau économique, on économise énormément d'argent, pas simplement le traitement, mais aussi le passage à l'hôpital et les complications on pense qu'il n'y aura pas de complications du diabète. Alors, comment faire ça? Et c'est là où la vraie question se pose, et se pose aussi pour toutes les études cliniques si on veut faire de la génétique. Il y a une révolution qui s'est faite, un breakthrough, comme disent les anglo-saxons, et ça ne s'est pas fait il y a 20 ans, ça ne s'est pas fait au moment du séquençage du génome humain, ça s'est fait l'année dernière. Et aujourd'hui, le séquençage par Sanger, séquençage classique que vous avez dû apprendre pendant vos études, eh bien, ça ne se fait pratiquement plus. Et on a ce qu'on appelle le séquençage de nouvelle génération, Next Generation Sequencing en anglais. Et ce NGS, bien fait, appliqué de différentes façons, permet de faire du vraiment diagnostic génétique pour mieux et pour pas cher. Alors, par exemple, nous, on a mis au point une méthode qui s'appelle Rendance, qui est tout simplement une PCR multiplexée jusqu'à 10 000 PCR d'un coup, tout ça ensemble. Et on fait une librairie de primers, je vous dis au maximum 10 000 paires de primers. On mélange ça avec l'ADN. On fait des petites gouttes de lipidique et on séquence tout ça. Et voilà ce qu'on vient de publier ce mois-ci dans le journal Diabetes Care. Vous voyez ces petites choses de couleur. Les choses de couleur montrent que le séquençage est absolument parfait et on a un séquençage qui est quasiment parfait pour presque tous les gènes, ce qui veut dire qu'on est là dans une qualité qui est équivalente au Sanger. Pourquoi faire ça? Parce que vous faites dans ce cas-là 43 gènes d'un coup en 2 jours pour 200 €, alors que jusqu'à présent, on faisait le tiers de ces gènes en 6 mois pour 3 000 € quand on avait de la chance. Donc vous voyez un petit peu la différence. Et pour les gens qui font des études cliniques, j'affirme que maintenant, on est capable de faire de la génétique, rechercher des mutations, et c'est quelque chose qui est faisable rapidement et à un coût qui est moins prohibitif. Et donc c'est en train de changer complètement le diagnostic génétique en général, d'ailleurs, pas que pour le diabète. Aujourd'hui, moi je pense que on doit, pour tout enfant qui a un diabète à l'âge de 6 mois, parce que c'est jamais un diabète de type 1, rechercher un diabète atypique, donc une forme monogénique. Pour tout enfant ou adolescent ou jeune qui a un diabète qui ressemble à un diabète de type 1 mais sans anticorps, c'est probablement aussi un de ces diabètes atypiques. Alors ensuite, quand on est un peu plus âgé, il y a le problème de l'obésité qui pose bien entendu un problème, mais il existe des questionnaires qui sont extrêmement simples à faire, qu'on peut faire avec l'âge, le poids, les antécédents familiaux, qui permettent de discriminer les formes de diabète de type 2 avec obésité qui sont probablement pas monogéniques avec les autres. Et une fois qu'on a ça, on arrive à discriminer ces différents types. Vous voyez ici les courbes, les aires sous la courbe des courbes ROC. Et ensuite, on n'a plus qu'à faire l'étude génétique et qui aboutit on le fait maintenant quasiment en routine à Lille, qui aboutit à pas mal de résultats. Si on ne trouve rien, nous, on fait maintenant du séquençage exomique, mais là, on est plus dans la recherche, bien entendu, mais en faisant ça, on arrive à trouver des choses intéressantes. Donc, l'intérêt clinique du diagnostic des formes monogéniques de diabète, je pense que ça peut conduire à une véritable guérison, entre guillemets, définitive de l'hyperglycémie, en tout cas, on recule pour l'instant de 7 ans. Et la révolution du séquençage de nouvelle génération permet réellement et rapidement un diagnostic étiologique de tous les diabètes atypiques sans passer par un modèle très compliqué où un gène est fait à Marseille, l'autre à Lyon et le troisième, il est dans le RER ou l'ADN est perdu quelque part à la poste.
Alors vous me direz, tout ça c'est bien, mais le vrai diabète, c'est autre chose, c'est une maladie systémique et c'est surtout une maladie multifactorielle, ce que nous on appelle polygénique. Alors polygénique, ça veut dire quoi? Polygénique, ça ne veut pas dire simplement qu'il y a plein de gènes qui interviennent, ça veut dire qu'aucun de ces gènes n'est ni nécessaire ni suffisant. Et si vous avez une mutation d'un gène particulier, eh bien simplement vous augmentez un tout petit peu votre risque, et c'est par une combinaison de gènes et de mutations, plus bien entendu une exposition à l'environnement, et avec l'âge, avec le temps, que le diabète va apparaître. Alors, est-ce que ça veut dire qu'on n'est pas capable, dans des études cliniques, de voir l'effet des gènes? Si, on peut le faire. Alors, je vous ai montré ici 2 exemples sur 2 gènes qui influencent, l'un la réponse à la metformine dans le diabète de type 2, et l'autre la réponse au sulfamylhypoglycémiant. Alors, le deuxième, c'est le gène qui est le locus le plus important connu dans le diabète de type 2, puisqu'il augmente de 50% le risque de diabète. Et les personnes qui sont porteurs de ce variant, eh bien, ont un risque 2 fois plus élevé que les autres de ne pas répondre au sulfamylhypoglycémiant, donc de ne pas atteindre l'objectif qui, comme vous le savez, est d'obtenir une hémoglobine glyquée qui est inférieure à 7,5%. Eh bien, vous voyez les très grosses différences entre les deux. Ça, c'est de la recherche translationnelle. Ça ne veut pas dire que c'est intéressant aujourd'hui d'utiliser ces marqueurs simplement pour savoir comment on va traiter les patients. Alors, moi, je pense qu'aujourd'hui, si on veut explorer de nouveaux territoires, parce que c'est le sujet d'aujourd'hui, il faut faire autre chose. Il ne faut pas se limiter à rechercher les causes. Il faut faire maintenant de la modélisation. De la modélisation du diabète de monsieur Martin, de madame je ne sais pas quoi d'ailleurs, et donc parce que le diabète est différent. Alors qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire effectivement continuer à faire des choses comme nous, la génétique, mais il y a d'autres façons de le faire, et ensuite de faire des modèles, différents modèles, pour essayer de comprendre comment le diabète de monsieur Martin agit et finalement quel traitement il faut faire. Et je voudrais insister sur ce que nous commençons à faire aujourd'hui, ce sont les cellules souches. Alors, ce que nous commençons à faire, c'est qu'en plus de prendre du sang pour faire pour l'ADN, du métabolome, différentes choses, nous prenons aussi des lymphocytes pour avoir des PBMC que nous congelons et progressivement nous les transformons en cellules souches. Pourquoi en cellules souches pluripotentes? Parce qu'ensuite, on peut les retransformer en différentes cellules importantes, comme par exemple les bêta-celles. Donc, on peut partir, nous on part de sang, mais on peut partir d'autres choses, hein, de fibroblastes, de différents types de cellules, transformation en cellules souches multipotentes et ensuite retransformation. Alors, vous allez me dire, c'est pas si facile que ça. Si vous regardez cette diapositive, vous avez à gauche ce que nous on fait, à droite ce que le centre de cellules souches parisien d'Annelise Benasser-Griselli fait. Bien, nous, on recrute les patients, on fait les PBMC, on les envoie chez Annelise. Formation, génération de cellules souches pluripotentes, on nous les renvoie, on s'amuse dessus, on change, on fait la mutagénèse, on regarde, puisqu'on part de champs dans lesquels on connaît les mutations, et ensuite on les redifférencie, on les différencie en différents types de cellules. Pour nous, nous sommes intéressés dans les cellules bêta-pancréatiques, on s'intéresse aussi à des adipocytes, et ensuite on essaie de voir ce qui ne marche pas. Et là, l'objectif final, c'est bien entendu d'essayer d'en déduire les meilleures thérapeutiques. Alors, ça commence à marcher. Ça, c'est le premier article qui a été publié l'an dernier dans le Journal of Clinical Investigation. Donc, ces cellules marchent. Elles sont suffisantes pour faire des études et pour modéliser. Et là, c'était un exemple de diabète monogénique lié à une déficience en glucokinase. Alors, ceci est intéressant, pas simplement pour le diabète, mais je montrerai cette diapositive pour aussi les complications du diabète,
Notre problème, c'est quoi faire chez des sujets qui ont des problèmes, qui ont des athéroscléroses précoces, des complications rénales précoces, qui ont aussi des anomalies hépatiques importantes. Et donc, on peut tout à fait étudier chez un patient, à partir des cellules souches, les transformer dans les cellules que l'on veut pour étudier la pathologie chez ces patients. Et je terminerai par cette diapositive qui est sur une revue que M. Yamanaka, qui a eu le prix Nobel il y a 2 ans, sur comment utiliser ces cellules souches. La modélisation, ce que vous voyez à gauche, c'est la modélisation, ce que j'ai essayé de vous expliquer. Essayer de comprendre dans les cellules de la personne elle-même ce qui ne marche pas et en déduire quel est le problème et ce qu'il faut faire. Je passe qui est au milieu sur la médecine régénérative, qui est quelque chose de totalement différent et qui pour plein de raisons, va prendre beaucoup plus de temps. Et je voudrais insister sur ce qui se passe à droite, puisque c'est peut-être à l'avenir une façon de faire des études thérapeutiques, des essais cliniques. Au lieu de partir sur des individus entiers, on peut partir sur des cellules d'individus dans lesquelles on connaît un peu ce qui se passe, et puis de tester directement sur les cellules pancréatiques, sur les cellules hépatiques de ces patients, l'effet des médicaments, mais aussi les effets secondaires de ces médicaments. Et moi, j'ai un peu l'impression qu'à l'avenir, ce genre de choses ne va pas remplacer les études cliniques et thérapeutiques que vous connaissez, mais pourrait peut-être se faire en parallèle et aussi contribuer à mieux comprendre l'effet des médicaments. Donc, ma conclusion finale, ces nouvelles méthodologies génétiques permettent une véritable caractérisation génétique du diabète familial et améliorent leur prise en charge. Le séquençage du génome et la génération de cellules souches reprogrammées permettent d'avancer vers une médecine personnalisée, ou du moins de mieux comprendre, et ouvre quelques perspectives vers une médecine de précision personnalisée, préventive, prédictive, mais enfin quelque chose qui soit différent de ce qu'on fait aujourd'hui. Je vous remercie. Monsieur Frogel, merci. Je nous propose à nous tous de faire les 4 topos qui me semblent être assez complémentaires les uns des autres, aborder des sujets similaires ou différents, et puis de garder une demi-heure de discussion à la fin, puisque chacun pourra peut-être garder le quart d'heure qui lui est imparti. Et si vous en êtes tous d'accord, passez alors la parole à Gilles Montalesco pour une application plus cardiologique probablement de ces problématiques de recherche clinique. Très bien, merci beaucoup pour l'invitation. Je vais vous parler de recherche en cardiologie interventionnelle. Je suis cardiologue interventionnel, c'est-à-dire qu'on est dans une situation où on traite les patients avec des interventions endovasculaires, endocoronaires, et on fait des essais cliniques sur la validité, l'efficacité de ces interventions ou sur des interventions de type pharmacologique associées à ces interventions endocoronaires. Donc, je vais vous parler en un mot de la recherche clinique en cardiologie interventionnelle. Premièrement, on a affaire à des maladies fréquentes, pour ne pas dire très fréquentes. Il y a grosso modo 120 000 infarctus par an en France, par exemple. Deuxième chose, ce sont des maladies qui sont sévères, graves dans 15% des cas, et urgentes dans, on va dire, plus de 50% des cas. Le recrutement de ce type de patients se fait par l'urgence dans plus de 50% des cas. Et donc ça entraîne un certain nombre de choses, dont des difficultés de recrutement dans les essais cliniques. Et il est plus compliqué de recruter ces patients dans l'urgence que de manière programmée, bien évidemment. La prise en charge, elle est médico-technique. On est une spécialité médico-technique. Et les technologies, et en particulier les nouvelles technologies, s'appliquent à ces patients. Et donc, il faut pouvoir tester ces nouvelles technologies comme on teste des médicaments, avec la rigueur des essais cliniques. Et bien évidemment, ces nouvelles techniques étant arrivées tardivement dans le développement de la médecine, il y a des progrès à faire dans l'évaluation de ces nouvelles techniques. Il faut une organisation locale de recherche clinique adaptée à la cardiologie interventionnelle. On a des organisations locales de recherche clinique pour des spécialités médicales, y compris la cardiologie tout venant.
il a fallu se faire violence pour mettre cette organisation au sein des salles de cathétérisme qui travaillent de jour et surtout beaucoup la nuit et les week-ends. Et vous imaginez bien que les contraintes ne sont pas les mêmes. Et donc c'est pour cela que c'est une recherche qui est souvent cantonnée à des gros centres experts qui ont fait l'effort de s'organiser pour cela. Et il faut ensuite, bien évidemment, pas travailler dans son coin et avoir une organisation globale de la recherche clinique. Et donc les cardiologues savent faire ça très bien depuis 20 ans. Ils se sont organisés en réseau. Mais après, un réseau, c'est une chose. Organiser la recherche clinique dans un réseau, c'est autre chose. Et c'est là où le modèle d'organisation de recherche académique vient aider. Et on a donc développé ce concept avec Action, qui est une organisation de recherche académique en cardiovasculaire en France, qui est sans doute à peu près la seule à faire ce type de recherche clinique. Elle est bâtie sur un modèle classique, typiquement les aéros nord-américaines qui se sont montées, elles, il y a 25 ans. Alors, juste pour vous donner une idée de ce qu'on fait, voilà par exemple une recherche high-tech. Le petit caillot que vous voyez à gauche, eh bien, il a été extrait d'une artère coronaire avec un outil de type aspirateur. Et ce caillot, on peut le garder, l'envoyer dans un laboratoire central, en l'occurrence ici, le laboratoire INSERM que je dirige à la Pitié, qui fait partie de cet aéro, et faire des analyses particulières et évaluer la composition de ce thrombus et voir les cibles potentielles qu'on peut avoir au plan pharmacologique en fonction de la composition des thrombis. Et une des particularités des thrombis coronaires, c'est qu'ils évoluent extrêmement vite et que le thrombus de la première heure de l'infarctus n'a rien à voir avec le thrombus de la 6e heure de l'infarctus, et que bien évidemment, les médicaments qui vont bien marcher la première heure ne sont pas ceux qui vont marcher correctement à la 6e heure. Donc c'est le genre d'informations qu'on peut avoir. Autre exemple, un registre monté sur le web pour étudier une complication rare de l'angioplastie coronaire qui survient dans 1% des cas et qui, bien évidemment, ne peut pas être étudié sur un centre isolé. Il faut un réseau de centres. Et donc, on a monté ce registre web où les centres du réseau Action déclaraient leurs complications rares, mais quand ils en avaient une, ils pouvaient rentrer les données cliniques du patient. On postait par la poste le DNA du patient qu'on recueillait au laboratoire et on a pu identifier les facteurs prédictifs de cette complication qui est la thrombose de Stent, publier le papier dans un bon journal et déposer un brevet international pour le calcul du score de thrombose de Stent qui est consultable sur un iPhone, par exemple. Donc, voilà le type de choses qu'on peut faire avec ce réseau. Autre exemple de la biologie centralisée également au sein d'un grand essai clinique qui a été publié l'année dernière. Et ça a été mené par notre aéro. Et puis, dernier exemple, plus adapté à la cardiologie interventionnelle, qui est le mariage de deux technologies extrêmement high-tech, modernes. En haut, un stent de nouvelle conception. Il n'y a plus de ballons pour expandre le stent. En général, tous les stents sont expandus avec des ballons dans les coronaires. Là, c'est un stent auto-expansible parce que le métal permet cela. Et c'est un développement qu'on a fait avec une maison de stent française. Et en bas, vous avez une imagerie nouvelle qu'on appelle l'OCT. Vous voyez le stent, là, à l'instant, vous voyez les petits picots brillants, c'est les barreaux du stent, les cônes d'ombre, et on peut mesurer la position du stent dans l'artère coronaire grâce à cette imagerie extrêmement moderne. Donc, on peut tester un nouveau concept d'endoprothèse coronaire et utiliser un moyen extrêmement nouveau, moderne, efficace pour vérifier de manière endocoronaire, ce que vous voyez là, la position du stent dans la coronaire. Voilà, donc je vous ai fait visiter une coronaire en passant. Alors, des exemples, eh bien, voilà, des exemples d'essais cliniques qu'on a menés récemment et qui vont vous donner une idée de ce qu'une organisation de recherche académique peut faire, à la différence d'une CRO ou d'un industriel avec lesquels on travaille. Mais quand on est moteur dans l'essai clinique, on fait des choses aussi un peu différentes. Alors voilà deux essais cliniques dont je vais vous parler. À gauche, un essai que l'industriel qui disposait du médicament ne voulait pas plus faire, avait imaginé faire cet essai, puis finalement, arrivant en fin de vie du médicament, perte de brevet, s'était dit finalement le momentum était perdu. Et donc on a proposé de faire l'essai clinique à leur place, à un coût bien inférieur évidemment. C'est l'essai ATOL. Et puis à droite, un essai de médecine personnalisée dans l'angioplastie coronaire avec pose
de stent dans la coronaire pour des patients avec des sténoses coronaires, et qui est un essai purement académique qui, là aussi, n'avait pas trouvé de financement auprès de l'industriel qui était particulièrement concerné par cette personnalisation de la médecine, en particulier vis-à-vis du traitement antiplaquettaire. Et donc, ça a été un montage avec des fonds privés, publics, des contrats. Il y a eu 8 contrats en tout, mais le financement a été obtenu. On a pu faire cette étude qui a été publiée il y a 2 ans. Alors, voilà les exemples. Atoll, c'était cet exemple où on a testé un médicament qui est en l'occurrence une héparine de bas poids moléculaire, dont on avait changé le mode d'administration, qui est administré par voie intraveineuse pour avoir une efficacité immédiate. La recherche de dose avait eu lieu, la sécurité avait été évaluée, et on était arrivé avec un essai où on a testé ce médicament à la place de la bonne vieille héparine, et un ensemble de papiers ont été publiés, comme vous le voyez ici, avec cette étude clinique qui a été menée par le réseau Action avec un steering committee d'académiques français, mais l'étude était internationale, a été faite sur 4 pays, dont les États-Unis, qui pour une fois n'étaient pas les moteurs, mais ont participé en incluant des patients dans cet essai clinique. Alors, brièvement, c'est un intérêt limité, mais c'était la comparaison tête contre tête de 2 molécules. Il n'y avait pas de placebo dans l'angioplastie primaire de l'infarctus du myocarde. Donc, dans l'urgence, les patients étaient recrutés soit en salle de cathétérisme, soit même par les ambulances du SAMU. Et donc, on a évalué l'efficacité de ce médicament. Alors, vous avez l'intention de traiter à gauche, le PER protocole à droite, avec un effet retrouvé, surtout en PER protocole, quand on élimine les patients qui avaient eu des violations de protocole. Il y en avait à peu près 10% qui avaient reçu les 2 médicaments. Et vous voyez l'effet sur le critère primaire, vous voyez l'effet sur le critère secondaire dans les 2 analyses significatifs, avec une supériorité de l'enoxaparine sur les événements ischémiques, donc réduction des morts, réduction des récidives d'infarctus, réduction des revascularisations en urgence après la première revascularisation, et puis une sécurité qui était tout à fait bonne, puisque en intention de traiter, elle était identique, mais en PER protocole, quand on éliminait les patients qui avaient eu par erreur les 2 médicaments, on avait la supériorité sur l'efficacité qu'on s'attendait d'ailleurs à trouver. Donc des résultats plutôt favorables, qui se traduisaient d'ailleurs par une réduction de mortalité de l'ordre de 40%, assez importante. C'est des réductions de mortalité qu'on n'a pas l'habitude de voir, mais qu'on a trouvées là et qui ont permis, grâce à cette étude académique, à promotion académique, de pénétrer les recommandations internationales pour la première fois, les recommandations européennes ici, et qui devraient d'ailleurs trouver un grade de recommandation meilleur dès cet été, vu l'accumulation des données qui ont suivi l'étude Atoll. Alors, les données qu'on suivi, c'est en l'occurrence aussi cette méta-analyse qui a été publiée, où avec près de 30 000 patients, on montre que ce qui a été trouvé dans Atoll est vrai aussi dans la méta-analyse, non seulement la réduction des événements ischémiques et des hémorragies, mais la réduction de mortalité qui, vous voyez, de 48%, même ordre de grandeur que ce qu'on a vu dans Atoll. Et donc, on confirme avec une méta-analyse sur 10 000 patients ce qui a été trouvé dans cette étude randomisée. Et donc, le niveau de recommandation devrait grimper dès cette année vers un grade 2A. Deuxième étude dont je voulais vous parler, l'étude Arctique, qui est une étude où on a voulu coller à l'actualité, qui est d'évaluer la médecine personnalisée pour ces patients qui ont une angioplastie coronaire, et en particulier voir si on pouvait adapter le traitement antiplaquettaire en fonction de la réponse qu'ont les patients au traitement antiplaquettaire qu'on leur donne. Et vous savez qu'il y a une grande variabilité de réponse au traitement antiplaquettaire. Il y a des très bons répondeurs, il y a des répondeurs moyens, et puis il y a des patients totalement résistants au traitement antiplaquettaire qu'on peut identifier avec un outil qui est la mesure de test de fonction plaquettaire qui se fait sur sang total au lit du patient. Et ces outils, ou cet outil qu'on a utilisé ici, est disponible sur le marché, était disponible sur le marché depuis des années, utilisé par les cardiologues, mais sans preuve qu'on pouvait améliorer le pronostic des patients en mesurant l'effet du traitement et en adaptant le traitement. Donc ça a été le but de cette étude, que de tester la médecine personnalisée dans cette situation-là avec cet outil-là et d'adapter les traitements en fonction des réponses. Et le résultat a été que, en fait, cette médecine personnalisée qui était déjà en place, déjà recommandée par la recommandation internationale sur des données de registre, eh bien, ça ne marche pas.
et qu'il faut penser autrement, voir autrement, peut-être changer d'outil, peut-être changer de médicament d'ailleurs pour adapter le traitement antiplaquettaire, mais que ce qui était fait et recommandé n'était pas vérifié dans cette étude de 2500 patients qui a été publiée aussi dans le New England. Donc c'était décevant pour nous puisqu'on avait fait une hypothèse de supériorité, mais c'est un renseignement extrêmement important qui modifie la pratique, modifie la recommandation et est pris en compte au jour d'aujourd'hui. Et vous voyez que sur tous les critères, c'était la même chose. On n'avait pas de bénéfice du traitement personnalisé. Alors, des fois, il y a des surprises dans ces essais. Une des surprises, c'était de voir qu'on avait un petit signal sur la safety et qu'on avait une tendance à avoir moins d'hémorragie dans les patients qui avaient été monitorés. C'est la dernière ligne de ce tableau. Alors, ça pourrait être, bien évidemment, l'effet chance, mais ça nous a un peu intrigués parce que, bien évidemment, on peut évaluer les résistances et l'absence d'effet, mais ce test peut aussi évaluer les hyper-répondeurs. Et quand il y avait des hyper-réponses dans l'algorithme qui était fourni aux investigateurs, on avait le droit de dégrader le traitement antiplaquettaire pour éviter de surexposer le patient au traitement. Et donc, on s'est posé la question de savoir si, en fait, l'outil ne serait pas plus utile pour détecter les patients à risque d'hémorragie plutôt que de détecter ceux qui étaient à risque d'ischémie. Et donc, ça a généré une nouvelle hypothèse qui est actuellement testée dans une autre étude. Alors, l'avantage des essais académiques, c'est qu'on peut faire beaucoup de choses et plusieurs hypothèses parfois dans la même étude. On a fait une étude génétique associée à Arctic, puisque bien évidemment, la résistance, en particulier au clopidogrel, est associée à des variants génétiques que l'on connaît bien et qui font d'ailleurs l'objet d'une black box à la FDA pour le médicament. Et donc, on a fait cette étude génétique en parallèle. On a pu regarder les patients qui avaient le mauvais profil génétique et qui étaient exposés à la résistance. On a confirmé les profils génétiques qu'on avait pré-spécifiés dans le protocole de l'étude. Et on a en effet corroboré que la génétique était en effet bien associée à la réponse antiplaquettaire lorsqu'elle était mesurée par ce test de fonction. Mais ce n'était pas explosif et extrêmement choquant comme résultat. On s'attendait à beaucoup mieux. Et c'est peut-être une des explications pour l'échec du monitoring du test de fonction plaquettaire et des ajustements thérapeutiques. Vous voyez que la corrélation n'est pas aussi bonne qu'on aurait pu l'espérer et que l'exactitude du diagnostic, eh bien, pour le critère primaire, n'était pas bonne du tout dans cet essai clinique. Donc là encore, cette étude a permis de faire avancer le schmilblick sur le plan de ces études génétiques et d'autres études génétiques sont en cours pour essayer de finaliser l'hypothèse. Alors, je passerai sur la conclusion, mais Arctic avait, et c'est l'intérêt de ce type d'études, une deuxième randomisation, genre de choses qu'on ne voit pas dans les essais industriels, mais qu'on peut se permettre quand on fait un essai académique, c'est-à-dire qu'au bout d'un an, la cohorte de patients qui a fini l'essai clinique, on leur proposait d'être randomisés une deuxième fois pour le fait de continuer le traitement ou de l'arrêter, qui est une vraie question importante pour les patients et pour les docteurs, parce qu'on n'a pas la réponse à cette question-là depuis des années, à savoir est-ce que c'est un traitement à vie, est-ce que c'est un traitement pour plusieurs années, est-ce que c'est un traitement pour un an. Eh bien, nous, on a randomisé les patients pour savoir s'il y avait un effet d'arrêter le traitement au bout d'un an chez ces patients-là, et ça fait l'objet d'un deuxième papier qui sortira dans le Lancet cette fois, et vous voyez qu'il n'y a aucun impact du fait d'arrêter le traitement au bout d'un an. Et que donc, la recommandation, et il y a d'autres études qui sont à peu près du même type, qui vont un peu dans ce sens-là maintenant, suggèrent qu'en effet, il n'y a pas de raison de poursuivre le médicament au-delà d'un an, parce qu'il n'y a pas de bénéfice sur le critère primaire ischémique, et qu'il y a par contre plutôt un surrisque hémorragique que vous voyez ici, puisque les hémorragies majeures et mineures étaient augmentées significativement par la prolongation du traitement, sans aucun bénéfice au plan ischémique. Donc voilà la même étude qui répond à une deuxième question importante de façon randomisée et permet d'apporter des solutions et de changer les recommandations. Le troisième élément, eh bien, c'est qu'on a tiré les leçons de l'échec de la médecine personnalisée dans l'essai arctique et qu'on a lancé l'essai antarctique qui, maintenant, recrute une population à haut risque, alors que la population arctique était une population à bas risque, et avec des patients qui sont à double haut risque hémorragique et à haut risque ischémique.
Et on a changé de médicament en se disant c'est peut-être le problème du médicament qui a un effet, certes, mais un effet limité. On a pris un médicament plus puissant, le Prasugrel en l'occurrence, et on reteste le concept de médecine personnalisée avec un autre médicament dans une autre population qui est une population extrêmement importante, puisque vous savez qu'on a très peu d'essais cliniques chez les sujets âgés et que dans notre domaine, on a 2 ou 3 essais randomisés chez les sujets âgés, mais pas beaucoup plus. Donc voilà ce qu'on arrive à faire, voilà comment on publie les meilleurs résultats et ceux qui ont un impact sur les recommandations. Et c'est là où Action fait mieux, c'est-à-dire que dans des situations d'essais cliniques industriels avec les CRO, on a beaucoup de patients qui performent, d'investigateurs qui performent assez mal, et c'est bien évidemment des boulets pour le recrutement, mais dans notre réseau, on écrème. Et donc, on garde les meilleurs et on n'a pas cette tranche orange que vous voyez à gauche. Et on a des centres qui recrutent bien et de manière constante. Si vous voulez en savoir plus, vous pouvez aller voir notre site. Il est ouvert sans mot de passe à tout le monde. Et si vous voulez améliorer votre prévention cardiovasculaire, vous savez que c'est un vrai sujet, un vrai débat. La prévention cardiovasculaire, en particulier dans notre pays, est très mal faite. Et on ne sait même pas qui devrait la faire au jour d'aujourd'hui. Eh bien, je vous conseille de prendre votre téléphone portable et de vous abonner à Twitter. Et tous les jours, vous aurez un conseil de prévention cardiovasculaire sur Twitter pour vous, les vôtres ou le grand public en général. Ça fait partie des actions gratuites que Action met au service du public. Je vous remercie. Monsieur Montalesco, merci beaucoup pour ces exemples très concrets de recherche au cœur du soin. On va peut-être maintenant aborder des sujets peut-être plus organisationnels sur ces sujets de recherche. Donc le professeur Jean Sibilia, peut-être pour commencer. Donc, merci d'être avec nous. Merci Jean-Michel de me donner la parole. Alors c'est vrai, c'est un sujet un peu différent. J'ai fait le choix d'aborder la question finalement par la réflexion et je me suis demandé finalement c'est quoi la recherche ? Et parce que vous êtes des acteurs de la recherche clinique essentiellement, mais c'est une question triviale mais dont la réponse est finalement assez facile. La recherche, c'est d'abord une bonne idée. Je pense que l'expérience de Gilles, Philippe Frogel l'ont montré, c'est avoir la bonne idée, l'idée qui germe dans l'esprit d'un expert qui a travaillé le sujet et qui a la maturité, l'expérience et l'ingéniosité pour poser une bonne question. Donc c'est comme la première graine ou les graines qu'on plante pour faire germer l'essai, le bon essai qui donnera la bonne réponse pour permettre les bonnes recommandations ou les bonnes solutions. Mais finalement, la graine ou les graines, quand vous les plantez, le résultat et le fait qu'elles germent dépendent beaucoup du terreau dans lequel vous allez les planter. Et donc, on peut les planter dans le désert ou on peut le planter dans un terreau extrêmement fertile. Et voir la recherche médicale et mener la réflexion qu'on va essayer de mener ensemble, c'est essayer de se dire, on sait faire, on sait, en tout cas, certains savent faire et savent faire germer la bonne question scientifique, mais a-t-on autour de nous le terreau fertile pour les faire pousser ? Et ça, c'est une vraie question. Et j'avoue sincèrement, en tant que chercheur, médecin-chercheur, on ne se la pose pas forcément comme ça. Ou alors on se la pose dans le mauvais sens, en se disant, toujours un peu à la française d'ailleurs, en étant énervé par le système qu'on trouve toujours trop compliqué, trop lourd, trop injuste. L'ANR, on n'a que 10%, le système est trop compliqué, il faut remplir des papiers. Enfin, on est toujours dans une approche, non pas collective, une approche individuelle, compréhensible, qui doit mener au succès de sa propre approche et la réussite de sa propre question. Mais quand on prend du recul, on se dit qu'effectivement, il faut avoir une approche un peu plus collective à l'échelle de sa région, de son pays, de la zone Europe éventuellement, en essayant de se dire comment est-ce qu'on pourrait faire mieux pour faire fonctionner la recherche médicale, pour qu'elle produise plus, in fine, pour les patients. Parce que la recherche, ça ne se fait pas pour les docteurs, ça se fait d'abord pour les malades, pour les patients. Il faut qu'on en ait tous bien conscience. Donc je vais vous mener après cette introduction pour que vous compreniez l'objet du débat. On va mener ensemble un peu une réflexion générale que j'appliquerai en finale, en conclusion, sur un réseau qu'on a mis en place un peu à l'image avec un peu moins de résultats aussi brillants que ceux de Gilles, mais avec des résultats dans le domaine des maladies inflammatoires. Mais ça sera la conclusion plutôt de mon exposé. Alors, la recherche médicale, d'abord, en prenant les choses depuis le début dans cette réflexion, c'est quoi ? Je l'ai déjà dit,
c'est le bien-être et la santé des gens, en fait. C'est notre objectif. Il ne faut jamais l'oublier. D'ailleurs, c'est un des chiffres qui sont tout à fait impressionnants. Vous voyez que cette prise en compte de la santé des gens par la recherche médicale amène aujourd'hui, en 2013, à une espérance de vie qui est incroyable. Projetez-vous 50 ans plus tôt ou 100 ans plus tôt, c'est phénoménal. On a doublé pratiquement la vie des hommes. Et encore aujourd'hui, depuis près de 20 ans, une vingtaine d'années aujourd'hui, 20 ans exactement, chaque année, on gagne 2 ou 3 mois de vie, qu'on soit homme ou femme, donc depuis 20 ans. C'est assez spectaculaire, et ça, bien sûr, ce bénéfice, on le doit en grande partie à la recherche médicale, dont l'objectif n'est pas seulement la santé, comme le disait déjà une conférence internationale en 1940, c'est pas seulement la santé, mais c'est un état de bien-être physique, mental et social. Et ça aussi, je pense que c'est une dimension qu'il ne faut jamais oublier, notamment dans le décloisonnement de la recherche médicale, où on est souvent dans une recherche assez dure aux sciences de la science, mais on ne doit pas oublier, en matière de recherche médicale, l'approche humaine et sociale qui est assez particulière et qui est, je crois, une dimension incontournable. L'autre élément en matière de recherche médicale, c'est que cette recherche est une entreprise collective avec des enjeux collectifs. Je vous cite simplement, c'est la recherche académique, ce qui se passe dans notre pays. Vous voyez que chaque année sont hospitalisés dans nos établissements publics près de 10 millions de patients. Patients pris en charge par près de 60 000 médecins contributeurs à la recherche clinique dans un nombre d'établissements qui est conséquent et qui génère, en fait, vous voyez, chaque année, en France, un nombre conséquent d'études académiques et industrielles. Donc, cette recherche médicale, cet enjeu collectif, il produit. Il est très productif. Il inclut dans son périmètre à la fois des patients, un très grand nombre de patients, mais aussi des professionnels de santé. Vous voyez que j'ai cité cette productivité collective de la recherche médicale. Quand on prend la PHP, vous voyez que la PHP est le premier promoteur institutionnel européen avec près de 1000 études et 20 000 malades inclus. Ça vous montre le poids de cette recherche, en tout cas dans notre pays. Cette recherche, et le troisième point, n'est pas une histoire nouvelle. On n'a pas découvert en 1940, lors de la conférence que je citais, l'intérêt de la recherche médicale. En fait, c'est une vieille histoire. C'est l'ingéniosité et la curiosité humaine qui a toujours poussé à essayer de poser des bonnes questions et de bien y répondre. Alors on se dit oui, mais c'est que depuis très, très peu de temps finalement que la recherche a évolué sur le plan méthodologique et qu'on a compris comment bien répondre aux questions. Mais en réalité, vous voyez qu'il y a des gens qui, il y a très longtemps, avaient déjà une forme d'ingéniosité méthodologique. Et j'ai trouvé, je ne sais pas si c'est le premier essai randomisé réellement, mais enfin l'histoire nous montre que c'est probablement un des tout premiers essais randomisés. À l'époque où, quand on traversait les océans, vous savez qu'on attrapait ce qu'on appelle le scorbut, la peste des marins, qui était simplement liée à une carence en vitamine C. Et bien, ce médecin de l'époque, qui est un médecin écossais, en 1747, avait compris que pour répondre au scorbut, il fallait faire une étude randomisée. Il avait randomisé en 6 groupes. Alors, c'est très rudimentaire comme randomisation. Je ne suis pas sûr qu'il y avait un tirage au sort, mais 12 marins ont été randomisés en 6 groupes de 2, et chacun de ces 6 groupes recevait, comme vous le voyez, alors soit de l'acide sulfurique dilué, je ne sais pas pourquoi, de l'eau de mer, vous avez compris, de la moutarde, du réfort, du cidre, du vinaigre, ou 2 oranges et un citron. Ceux qui connaissent un peu le scorbut, vous savez que c'est le bras 6 qui était le meilleur, et cette étude avait déjà donné une petite réponse aux marins de l'époque pour éviter cette peste par carence en vitamine C. Donc c'est vraiment une vieille histoire. L'histoire de la recherche clinique, de la recherche médicale a germé dans l'esprit des médecins et des hommes il y a bien longtemps. Reste maintenant à essayer de comprendre ce que c'est la recherche médicale aujourd'hui, en France et dans le monde. Quelles sont ses spécificités, quelles sont les attentes et qu'est-ce qu'on peut faire de mieux? Qu'est-ce qu'on pourrait faire de mieux pour continuer à produire et à répondre à ces questions si importantes? Donc, 5 points peut-être pour parler de la recherche médicale, 5 points qui me semblent absolument fondamentaux et qui différencient la recherche médicale d'autres recherches dans des sciences dures ou dans des sciences molles comme les sciences humaines et sociales. Premier point, elle est originale et spécifique. J'évoquerai quelques aspects. Elle contribue fortement à la qualité des soins. On oublie de le rappeler de temps en temps à nos directeurs d'hôpitaux. Elle est un facteur de richesse et de cohésion sociale. Je vous montrerai pourquoi. Elle est aussi, et aujourd'hui, dans une période de démographie médicale extrêmement difficile, il faut en tenir compte, c'est un fort facteur d'attractivité dans les hôpitaux non universitaires.
Les hôpitaux qui font surtout du soin, s'ils sont capables d'avoir des activités de recherche, on le sait aujourd'hui, ces hôpitaux sont beaucoup plus attractifs. Et puis, il ne faut pas oublier, c'est une particularité, mais c'est propre à presque toutes les formes de recherche, elle est assez imprévisible, mais il faut en tenir compte dans l'organisation parce qu'on ne peut pas tout cadrer, on ne peut pas faire que de la valorisation. En recherche, il faut considérer que la recherche reste en partie imprévisible, et je citerai là aussi un ou deux exemples ou une ou deux anecdotes. Le premier point, qui est la spécificité de la recherche médicale, je pense qu'elle est... Enfin, moi, j'y suis particulièrement sensible, parce que cette recherche, on a tendance un peu à la découper aujourd'hui en recherche fondamentale, translationnelle, clinique, et puis chacun fait sa petite partie sans qu'il y ait de la cohésion et du lien. En réalité, mais je crois que les deux exposés précédents vous l'ont bien montré, la vraie bonne recherche, c'est celle qui ne dissocie pas les trois aspects de cette recherche. Parce que tôt ou tard, on a besoin d'aspects fondamentaux pour répondre à des questions cliniques, et tôt ou tard, le fondamentaliste a besoin de questions cliniques pour avancer dans son travail. Donc c'est obligatoirement un continuum qu'on ne peut pas dissocier. C'est une recherche vraiment originale. La recherche médicale, elle a cette particularité-là. On peut s'intéresser à la cristallographie d'un récepteur membranaire, mais un jour, il doit avoir une application pour faire progresser la santé des gens. Les autres aspects de cette recherche, c'est qu'elle est, et je ne peux pas m'étendre aujourd'hui, mais c'est qu'elle est particulière dans son éthique. Évidemment qu'on ne fait pas de la recherche au chevet des patients de la même façon comme on fait de la recherche dans un laboratoire de mathématiques. L'éthique est bien sûr différente et elle est propre et appliquée à l'humain. Cette recherche aussi, je l'ai déjà dit et j'insiste, elle doit être peut-être encore plus transversale que les autres formes de recherche. Et forcément, c'est une recherche sur l'homme et elle doit s'appuyer aussi bien sur les sciences dures que sur les sciences humaines et sociales. Et on oublie de temps en temps, quand on fait des grandes découvertes, on fait des grands progrès, mais on oublie des dimensions qui sont des dimensions simplement sociétales ou humaines. Par exemple, je prends un exemple qui est très important dans beaucoup de maladies chroniques humaines, qui est le problème de l'observance, le problème de prendre le médicament. C'est bien beau de faire des très belles recherches, des très beaux papiers, des très belles recommandations. Si l'applicabilité de ces recommandations est faible dans la population pour des raisons sociales, culturelles, économiques et autres, tout le travail scientifique fait n'a aucune valeur pratique. Donc je crois qu'on a un vrai effort à faire. Ça se fait. Les programmes débutent. On a la chance d'être dans des universités aujourd'hui qui sont pluridisciplinaires. On arrive à développer de la transversalité entre le dur et les sciences humaines et sociales. Le dernier point, et on doit en tenir compte, c'est qu'il n'y a pas que les docteurs qui font de la recherche médicale. Aujourd'hui, c'est une dimension nouvelle. Je crois qu'il faut intégrer le fait que dans la recherche médicale, il y a des dimensions qui associent ce qu'on appelle les paramédicaux. Je ne suis pas sûr que ce soit très joli, paramédicaux, mais enfin, les acteurs de santé, les professionnels de santé, ces professionnels de santé sont nombreux. Il y a les infirmières que vous connaissez, mais selon les domaines, vous avez des ergots, des kinés, des orthoptistes. Il y a une vingtaine de métiers de la santé qui sont d'ailleurs aujourd'hui entrer pour la plupart d'entre eux dans un processus d'universitarisation de leur métier avec un référentiel nouveau et qui doit donner une valeur plus scientifique et plus universitaire à ces métiers-là. Et donc ces métiers doivent être associés à la recherche médicale et à certaines questions qu'on pose, en particulier dans le domaine du soin primaire. Je ne prendrai qu'un exemple qui est assez simple. Prenons les ophtalmologues qui, vous le connaissez, ont des délais de consultation extrêmement longs. Aujourd'hui, ils ont associé à leur fonction des orthoptistes. Aujourd'hui, je crois que c'est très important de savoir, dans une éventuelle délégation des tâches, ce qu'est capable de faire chaque corps de métier qui travaille autour du patient. Quelle est scientifiquement démontrée la fonction que peut exercer un orthoptiste et quelles sont les fonctions qu'exerce un ophtalmo. Je pense que ça se démontre, en tout cas ça se travaille avec une méthodologie scientifique et il ne faut pas avoir peur de ce type de questions. Il faut dépasser largement les clivages syndicaux, entre guillemets, de ce type de questions. Donc voilà un point qui me semble très important, qui était le premier point, qui était celui de la spécificité de la recherche médicale. Vous voyez qu'elle est extrêmement spécifique et il faut en tenir compte dans notre exercice, mais aussi dans son organisation. Ça me paraît indispensable. Le deuxième point, c'est qu'elle contribue à la qualité des soins, à la richesse de notre pays et de notre monde, à la cohésion sociale et à l'attractivité. J'ai évoqué le facteur attractivité, j'y reviendrai pas. Je ne reviendrai pas non plus sur la qualité des soins, mais c'est une chose qui est, à mon sens, très importante, notamment dans les établissements de santé, convaincre que quand on fait de la recherche dans un hôpital, les soins et la formation seront meilleurs. Alors, c'est
peut-être évident dans votre esprit, c'est peut-être du bon sens, mais ça se démontre. Et ça a été démontré. Et ça a été démontré, je crois qu'il faut le dire à nos directeurs généraux de CHU et d'hôpitaux généraux, que faire de la recherche dans leur établissement, c'est-à-dire s'organiser, financer, aider d'une manière ou d'une autre à la recherche, c'est un facteur d'attractivité, de qualité des soins pour les patients. Et je crois que c'est vraiment un point fondamental dans notre système français et dans d'autres systèmes d'être tout à fait convaincu de ce point-là. Mais au-delà de ça, il y a en plus une petite cerise sur le gâteau en matière de recherche médicale et de curiosité scientifique. Et c'est un travail publié récemment dans une grande revue qui s'appelle PLOS ONE, qui a montré que dans une communauté, quand vous avez des gens d'une communauté, qu'ils soient docteurs ou pas docteurs, ils peuvent être patients d'ailleurs, quand il y a un engouement collectif pour la science, un intérêt pour la science, vous favorisez au sein de la société des comportements généreux et altruistes. Donc c'est assez intéressant. En fait, c'est l'éducation par l'esprit scientifique, dans le bon sens du terme, et une démonstration qui a été faite dans cette revue que là aussi, il y a un plus à faire de la recherche médicale. Ça n'est pas propre à la recherche médicale, c'est propre à l'esprit scientifique, mais je trouvais que c'était un point tout à fait intéressant. Le dernier point fondamental en matière de recherche médicale, c'est qu'elle est imprévisible. Elle est imprévisible tout simplement parce que les méandres des découvertes se font étape par étape et que la découverte de demain peut être le germe, le petit germe dont je parlais, de la découverte d'après-demain. Donc logiquement, on ne peut pas tout prévoir. Alors bien sûr, il faut s'organiser, donc on écrit des programmes de recherche qu'on doit financer, on doit les organiser avec du personnel dédié à ça, parce que c'est comme ça que ça fonctionne, mais il faut reconnaître que c'est totalement imprévisible. Je cite 3 exemples, 3 molécules très célèbres, la cyclosporine, thalidomide et l'arsenic, qui ont dû leur célébrité pour des choses diverses et variées, mais aujourd'hui, l'application, l'utilisation révolutionnaire parfois de ces molécules-là n'ont pas du tout été dans l'indication initiale. Je prends l'exemple de la cyclosporine. Vous savez que la cyclosporine qui a été découverte par M. Borel à Bâle il y a bien longtemps, cette molécule, en fait, on avait considéré que c'était un anti-infectieux de très mauvaise qualité. Et c'est de cette propriété anti-infectieuse qu'on a découvert une propriété immunomodulatrice qui a changé complètement la face des greffes d'organes. Idem pour thalidomide, très célèbre malheureusement, qui a été utilisé, vous savez, comme somnifère des femmes enceintes avec les complications qu'on connaît bien, qui est aujourd'hui une molécule qui a révolutionné en partie le traitement de la maladie de Calère du myélome. Idem pour l'arsenic, que vous connaissez tous. L'arsenic est un toxique, mais qui est aujourd'hui une molécule qui est utilisée dans les maladies hématologiques et dans les maladies auto-immunes. Hier, j'ai inclus un premier malade dans une étude française qui s'appelle Lupsonic. On a traité un des tout premiers patients français par arsenic, une découverte d'une petite start-up française qui est localisée à Nantes et à Strasbourg. Et vous voyez, on traite maintenant des patients avec de l'arsenic. Il faut expliquer aux patients ce que c'est. Il y a toute une phase pédagogique, mais c'est une piste tout à fait intéressante. Pour finir mon exposé, bien sûr, je voulais aborder non pas la question des grands principes, mais de qu'est-ce qu'on peut faire et qu'est-ce qu'on peut faire de mieux dans notre pays, parce que vu de l'extérieur et vu d'ailleurs même parfois des acteurs de la recherche, on trouve que c'est bien compliqué. Alors on a utilisé des tas d'images, le Mikado, le puzzle, et c'est un discours politique que vous entendez partout. La recherche en France, c'est trop compliqué, il faut la simplifier. Discours des ministres, des 2 ministres. Alors c'est vrai que cette recherche en France, même si elle est compliquée, elle est quand même très productrice. Mais il ne faut pas se leurrer. Il y a des arbres qui cachent la forêt, comme l'expérience de Gilles et de Philippe Frogel, qui sont, là c'est l'exemple même, c'est pour ça qu'ils sont là, de la réussite de la recherche française. Mais il faut savoir que tout le monde ne réussit pas comme ça. Et il est vrai que notre recherche dans notre pays est encore au 5e, 6e rang mondial selon les classements, mais il est vraisemblable, pour différentes raisons, que ce classement, on ne le gardera pas. Si on continue dans une organisation comme elle est actuellement, on risque de perdre ce rang de classement. Donc je pense qu'il faut évoluer. Et de toute façon, gagner du terrain et progresser, c'est toujours anticiper. Il ne faut pas se contenter de l'acquis et de cette gratification un peu béate de se dire on est 5e, 6e au monde en matière de recherche médicale. Si on continue à se dire ça sans rien faire, on ne le restera pas. Ça, je crois que c'est tout à fait évident. Donc, si on veut progresser et avancer ensemble, quels sont les ingrédients de l'amélioration de cette recherche médicale? Il n'y a pas de recette unique. Là aussi, il faut oublier le jacobinisme organisationnel de notre pays qui nous embête de temps en temps. Il n'y a pas un modèle qu'on peut imposer partout. Pourquoi? Parce que les gens sont différents, les structures sont différentes. Donc, il y a
pas d'organisation type, mais il y a des questions et des ingrédients types. Et les ingrédients, les questions sont assez simples, hein. Alors, c'est des questions, sans questions et sans idées, il n'y a rien. Ça n'est pas des hormones, c'est un copier-coller qu'il faut, mais des hommes. Donc, il faut des hommes et des questions. Donc, je ne suis pas endocrinologue, hein, donc j'ai découvert la coquille, mais bon, il ne faut pas d'hormones. Je ne pense pas que ce soit nécessaire, ni des œstrogènes, ni des androgènes. Les deux sont bons. Et il faut d'ailleurs les deux. Je fais juste une petite parenthèse très intéressante qui me vient en parlant de ça. Il y a un papier publié dans Science en 2012, très grande revue Science, qui étudiait la force d'un groupe. C'est assez intéressant. C'est un papier de neurosciences qui avait donc comme vertu de dire quelle est la force d'un groupe. On est dedans, on est dans l'effet de groupe, hein, les structures de groupe en matière de recherche médicale. Et le premier facteur, en fait, qui faisait la force d'un groupe, c'était pas du tout l'intelligence du meilleur de ce groupe-là. Vous mettez un prix Nobel dans un groupe, ça sert à rien. Ce qui sert, c'est qu'il y ait une homogénéité de la correspondance, du lien, et qu'il y ait des hommes et des femmes. Et c'était le facteur femelle dans le papier, comme ça que ça se dit en anglais, dans ce grand papier de Science, c'était le facteur femme qui était le facteur déterminant de la cohésion du groupe et du résultat du groupe. Donc vous voyez, il faut des hormones, mais il faut des deux. Je vous donnerai la référence, hein. Ce n'est pas du tout de la démagogie de parité, c'est du papier, hein. Il faut des moyens, il faut des structures, et il faut différents systèmes d'organisation. Donc 4 idées simples qu'on peut développer. Première idée qui est extrêmement simple et qu'il faut disséminer autour de nous, il faut faire confiance à l'ingéniosité, à la créativité des chercheurs. Je pense qu'il faut libérer les chercheurs de différentes tâches, il faut leur faire confiance. Il faut arrêter de les assommer avec des évaluations tous les ans, tous les 2 ans et des demandes récurrentes dans des contrats. Il faut faire confiance, je crois que c'est très important. Deuxième point très important, il faut favoriser un lieu de rencontre, il faut favoriser le lieu, non pas unique, mais en tout cas l'unité de lieu sur un campus. Je pense que c'est très important aussi, et à mon sens, vous verrez, ce sera ma proposition. Il n'y a pas mieux qu'un centre hospitalier universitaire pour créer du lien et créer l'unité de lieu. Il faut simplifier l'organisation en la confiant à des professionnels, des gens qui connaissent, et pas des gens qui ne connaissent rien. Il faut se donner les moyens d'une recherche ambitieuse. Ce qui mène en fait à 3 propositions, qui sont des propositions qu'on développe au sein d'un groupe qui s'appelle le groupe de coordination nationale de la recherche médicale, le CNCR, que je préside depuis 1 an et demi. Et le boulot du CNCR, au nom de tous les établissements hospitalo-universitaires et bientôt des CH non nus, c'est de faire des propositions honnêtes et simples pour faire progresser la recherche médicale. Donc un certain nombre de points en 3 diapos. Nos besoins. Les premiers besoins, le premier besoin fondamental, c'est d'avoir une recherche reconnue et valorisée dans notre pays. Il faut que ce soit une priorité nationale. Et il faut bien séparer les effets d'annonce qu'on a déjà vécu à de nombreuses reprises et la réalité du terrain. Donc il faut véritablement un investissement très important. Il faut un investissement dans tous les sens du terme, hein, en communication, en moyens qu'on donne à disposition des chercheurs, et puis en politique réelle de la recherche. Je ne suis pas convaincu qu'il y ait une politique de recherche dans notre pays digne de ce nom. Il faut essayer de garder nos chercheurs et leur donner envie de faire de la recherche. Et il faut, bien sûr, communiquer auprès du grand public pour qu'ils comprennent les enjeux. Le deuxième élément, il est technique, mais il est très important. Il faut que, j'allais dire, à l'appui de cette politique, il faut que les moyens soient adaptés et performants. Et il faut notamment des statuts attractifs pour nos chercheurs. Sans statut attractif pour nos chercheurs, et l'hôpital universitaire est un peu à part, parce qu'il a la triple mission, il a le double salaire, donc il est un peu à part. Mais le chercheur, le directeur INSERM d'unité INSERM ou CNRS, il est mal doté aujourd'hui, en tout cas beaucoup plus mal que dans d'autres pays. Et il faut peut-être augmenter le pourcentage du PIB qu'on attribue à la recherche, ça c'est un point technique. Dernier point, il faut simplifier et rationaliser l'organisation de la recherche. Vous voyez que j'ai évoqué un certain nombre de points que vous connaissez, que j'ai déjà évoqués. C'est l'unité de lieu et la notion de masse critique, où on rassemble autour d'un même projet, dans un même endroit, différents chercheurs ou médecins-chercheurs. Il faut favoriser aussi, ça, on est vraiment en difficulté dans notre pays, favoriser la notion de guichet unique. Alors, beaucoup de progrès sont en cours, notamment en guichet unique ou contrat unique, notamment pour la recherche à promotion industrielle. Donc, il y a beaucoup d'efforts qui ont été faits, mais il y a encore de gros efforts à faire. Même si l'argent vient d'endroits différents, on peut très bien envisager qu'il y ait un guichet d'analyse, un guichet unique. Je pense que ça simplifiera beaucoup la vie des chercheurs.
Il faut favoriser la gouvernance sur le terrain et il faut favoriser les organisations en réseau. Ça, je pense que c'est un point tout à fait, c'est ma dernière diapo, un point tout à fait clé. Je crois que l'illustration de l'organisation en réseau, elle a été bien donnée par Gilles. Je pense que le fondement de l'organisation, souvent, c'est le réseau, parce qu'il est fondé sur une bonne idée, avec des hommes qui s'associent à cette idée-là. Et il faut favoriser ces expériences-là. Il y en a plein, des très bonnes en France. Je crois qu'on a un peu compris qu'il fallait se rattraper le retard sur les réseaux. Une initiative intéressante a été mise en place et est en cours. C'est une initiative Grand Emprunt qui est FCRIN, qui a labellisé 8 réseaux thématiques nationaux. Mais il faut aller beaucoup plus loin que ces 8 réseaux. Ça ne suffit pas. Je crois qu'il y a beaucoup d'autres thèmes à traiter. Ce qui nous mènerait à un schéma un peu d'organisation de que faut-il inventer. Je ne crois pas qu'il faille inventer grand-chose. Je pense qu'il faut surtout essayer d'innover avec un peu de pragmatisme et qu'on a besoin en fait d'un système simple et lisible pour tout le monde. Je pense que l'épicentre de la recherche, l'épicentre là où il y a les patients, les experts, les médecins, les équipes de recherche, je pense que c'est très simple et c'est vrai dans beaucoup de pays dans le monde, de grands pays de la recherche, c'est l'établissement hospitalo-universitaire, c'est l'épicentre de la recherche médicale dans tous les sens du terme. Et le CHU, lui, doit pouvoir, et il doit avoir les moyens de créer du lien aussi bien avec l'académique, en particulier pour la recherche fondamentale, et je pense créer et développer encore des liens avec les EPST et avec l'alliance avec Avizan. Je pense que c'est la vocation d'Avizan. La relation CHU-Avizan est très importante pour la partie académique, mais aussi créer des liens avec le privé. Là, il y a quelques expériences intéressantes, comme celle des IHU, mais on débute ces expériences-là, on verra comment l'organiser, mais je crois que c'est important parce qu'on doit avoir dans le dispositif de la recherche médicale l'ensemble des partenaires. Et au-delà, n'oublions pas que la recherche, c'est un continuum, ça va jusqu'aux patients, et je pense qu'on néglige aujourd'hui le lien qu'ont les HU avec les établissements publics non universitaires, voire avec le réseau libéral. On a fait une enquête qui est très simple, qui n'a rien d'original, mais qui montre que les patients atteints de maladies psychiatriques, de cancer et de maladies cardiovasculaires en particulier, et c'est la vertu du réseau de Gilles en particulier, ces gens-là ne sont pas dans les CHU, mais ils sont dans les CH ou dans les structures d'amont. Et c'est là qu'il faut aller chercher quand on fait en particulier la recherche clinique, même au-delà, même de la translationnelle, c'est là qu'il faut aller chercher les patients. C'est un travail qu'on mène, un travail politique compliqué, qu'on mène avec beaucoup de difficultés, parce que CHU, il y a quelques antagonismes, mais j'ai bon espoir qu'on arrive à faire progresser un peu les choses. Voilà, je vous remercie. Merci, professeur Sibilia, pour ce pas de recul et ces conseils. Et puis tout de suite, donc Jean-Yves Blais, dans la foulée finalement, sur des avancées aussi et un certain nombre de paradigmes à évoquer et l'expérience de cancérologie. Merci. Bonjour, merci aux organisateurs de m'avoir invité à présenter des questions qui se posent à nous en recherche clinique en cancérologie. En fait, le thème de ma présentation est finalement assez focalisé et assez simple. C'est dans quelle mesure les progrès en biologie moléculaire et on a envie de dire l'éruption de la biologie moléculaire dans le typage et dans la caractérisation nosologique des maladies cancéreuses est en train de bouleverser de manière profonde les concepts de recherche clinique en cancérologie et les manières de développer des médicaments. Donc, ce sera le thème général de mon exposé. En partant d'une idée très simple, c'est que nos connaissances en matière thérapeutique sur les cancers sont basées sur des classifications histologiques. Les recommandations de pratique clinique standard, elles sont basées sur des classifications histologiques qui datent au fond du 19e siècle et qui ont assez peu évolué. Toute notre pratique actuelle, encore en 2014, est basée sur l'origine histologique de la tumeur. Et actuellement, en 2014, alors que les progrès de la biologie moléculaire font irruption et que la caractérisation moléculaire des tumeurs devient monnaie courante, ou de plus en plus monnaie courante dans notre pays et dans les autres pays, c'est non plus ce schéma qu'il faut avoir, mais un schéma réellement d'arc-en-ciel, d'une myriade de différentes maladies, parfois communes entre des origines histologiques différentes, parfois très différentes au sein d'une même histologie, qui vont réclamer, on le sait maintenant, des traitements assez différents. Alors, c'était il y a 8 ans, les premiers articles caractérisant de manière exhaustive ou tentant de caractériser de manière exhaustive les altérations génomiques des cellules tumorales, tumeurs fraîches, où en ligne commençait à sortir dans des revues très prestigieuses telles que Science et Nature. Et il fallait des millions d'euros d'investissement pour ces programmes de recherche pour arriver à caractériser 41 ou 42 malheureuses lignées tumorales ou tumeurs fraîches. Au jour d'aujourd'hui, c'est quelque chose que l'on fait en routine. Il est possible de faire la séquence de la tumeur de Monsieur X ou de Madame Y pour environ 3 logarithmes en dessous, $4 000 et de permettre d'obtenir
ainsi une cartographie précise des altérations moléculaires de telle tumeur et de reclassifier ces tumeurs, ici dans un exemple récent de cancer du sein, de reclassifier ces tumeurs de manière totalement indépendante de ce que l'on avait autour des classifications immunohistochimiques ou histologiques classiques, débouchant bien sûr sur des classifications histologiques, mais débouchant surtout sur un guidage potentiel de la thérapeutique à proposer à ces patientes, guidage qui nous échappait jusqu'à présent complètement et sur lequel on a mélangé, c'est bien naturel, dans des essais cliniques de grande ampleur avec des dizaines de milliers de patients, des patients complètement différents qui aboutissaient à des difficultés pour mettre en évidence des différences pour des raisons d'hétérogénéité parfaitement compréhensibles. Et au fond, on est en train de voir en cancérologie une espèce de fragmentation, d'explosion des différentes entités nosologiques qui étaient précédemment connues, les cancers du sein, les sous-types de cancer du sein, en une myriade de maladies que l'on pourrait qualifier d'une myriade de maladies rares, de cancers rares, qui posent de toute évidence des problèmes, car ces cancers rares, lorsqu'ils touchent 200, 300 patients par an en population incidente dans notre pays, vont poser de toute évidence des difficultés pour la recherche clinique, pour le développement des médicaments qui vont leur être effectivement appliqués, et bien entendu de reconnaissance, d'identification de ces sous-groupes moléculaires. Or, c'est ce qui est en train de se passer, et c'est un des enjeux clés de la cancérologie depuis 3 ou 4 ans, et de la cancérologie des 5 années à venir, que d'arriver à utiliser ces outils pour une meilleure efficacité de la caractérisation du développement des médicaments. Car le développement des médicaments en cancérologie a été avec... Oups là. J'ai cassé la machine. Le développement des médicaments en cancérologie a vécu une période totalement empirique sur les 60 dernières années, pour faire simple, où en gros on avait un nombre de médicaments relativement réduit, remarquablement réduit, qui nous arrivaient par an. Et on les testait chacun sur notre tumeur favorite dans les différents groupes coopératifs qui étaient mis en place. Et évidemment, cette démarche purement empirique, basée sur aucune hypothèse biologique préalable, était remarquablement inefficace puisqu'on avait un peu moins de 10% d'essais positifs et certainement moins de 5% des médicaments qui étaient testés qui finalement arrivaient à une AMM. Avec la multiplication des maladies, avec la caractérisation moléculaire qui arrive, avec la multiplication des médicaments en développement, nous n'avons ni le temps, ni l'argent, ni les ressources, ni les patients pour faire ce type d'essais cliniques. Nous sommes condamnés à faire de la recherche clinique intelligente parce que sinon nous n'y arriverons tout simplement pas. Et les quelques succès, les succès importants qui ont eu lieu au cours des 4 à 5 dernières années ont été obtenus parfois par des approches on va dire raisonnées et basées sur des concepts scientifiques solides, parfois également sur des approches empiriques qui ont su être exploitées de manière beaucoup plus approfondie et de comprendre ce qui se passait sur des observations qui étaient inattendues. Donc on a impérativement une nécessité de rebâtir la recherche clinique à cette donnée. Et en fait, le problème que l'on a est largement un problème temporel. Temporel parce que la recherche clinique telle qu'on l'a faite en cancérologie implique des critères de jugement qui sont liés à la survie. On est intéressé par développer un nouveau médicament parce qu'il va améliorer la survie des patients. Et l'amélioration de la survie des patients, eh bien pour l'obtenir, pour la démontrer, il faut bien entendu des années, des dizaines d'années parfois pour l'obtenir. Et on a un énorme découplage entre cette vitesse de développement de la biologie moléculaire au service de la cancérologie et la vitesse inhérente à la recherche clinique. Un des exemples que l'on donne est une des plus belles études qui a été faite en cancérologie prédictive au cours de ces dernières années. C'est une étude de l'ORTC qui s'appelait MINDACT, qui proposait une approche très simple, basée sur un article initialement dans le New England et dans Nature, qui caractérisait un profil moléculaire des tumeurs et qui permettait de prédire des patientes qui allaient bien aller, qui n'allait pas rechuter porteuse d'un cancer du sein, d'éviter à ces patientes un traitement adjuvant de chimiothérapie ou d'hormonothérapie que l'on aurait autrement proposé. Donc l'étude était simple, elle proposait, et c'est une étude sur un peu moins de 8000 patientes, d'utiliser cet outil pour tenter d'éviter un traitement toxique et permettre, on l'espérait, d'obtenir un taux de guérison équivalent sans traitement. Cette approche était tout à fait remarquable. Elle a coûté des dizaines de millions d'euros de développement. Elle a mis une dizaine d'années pour recruter les patients. Le rapport final d'étude arrivera probablement en 2014, cette année, et on aura probablement une publication en 2015. Le problème, c'est qu'entre 2004, publication initiale de Nature et du New England, et 2014, tout s'est complètement modifié. Les classifications moléculaires des cancers telles qu'on les voyait en 2004 n'ont plus rien à voir avec ce que l'on a maintenant en 2014. Cette étude est extrêmement importante, extrêmement intéressante, mais les outils qu'elle utilise sont dans une certaine mesure un peu dépassés et de nouveaux outils sont à notre disposition qu'on va naturellement utiliser. Donc, ce découplage entre les deux vitesses est réellement pour nous un enjeu clé qu'il va falloir tenter de résoudre avec des critères de substitution précoces qui nous permettent de caractériser
l'efficacité d'un traitement qui soit plus efficace que ce que l'on a pu donner. Donc ce lien qui a déjà été évoqué par les intervenants précédents entre la recherche clinique, la recherche fondamentale et la recherche de transfert, c'est un lien qui n'est pas aisé, en particulier dans cette spécialité, car le suivi qui est la condition indispensable pour la démonstration d'un gain d'une nouvelle approche thérapeutique est quelque chose qui est un peu en contradiction avec la vitesse d'évolution des technologies qui sont désormais à notre disposition pour un coût de plus en plus modique. Ceci étant, on a quand même quelques très importants succès et je voudrais illustrer par 2 succès les questions qui se posent, y compris dans les succès. Les questions qui se posent autour de maladies pour lesquelles, même si elles ne sont pas monogéniques, en cancérologie, les maladies ne sont jamais monogéniques, des maladies pour lesquelles on sait qu'au moins il y a une altération moléculaire primordiale, primaire, driver, on les appelle pilote, conductrice, qui est la première, qui touche la première cellule tumorale et qui ensuite va s'expandre dans le clone, même si des altérations génétiques additionnelles se superposent et s'ajoutent à ces altérations initiales. Le ciblage, et ça c'est un des paradigmes que l'on a en cancérologie, le ciblage de l'altération moléculaire primaire, de l'événement moléculaire primaire, est supposé être plus actif pas en thérapeutique que le ciblage d'une anomalie moléculaire qui arrive plus tardivement, tout simplement parce que tous les clones tumoraux sont concernés et que c'est probablement un événement clé pour la transformation de la cellule tumorale. Et c'est vrai, c'est largement vrai, et il y a plein d'exemples désormais pour le montrer. Un des exemples classiques, c'est une maladie que l'on appelle le GIST, qui très probablement est une maladie dont vous découvrez le nom au moment où je vous en parle. C'est la tumeur stromale gastro-intestinale qui est un sarcome du tube digestif. Pour ceux qui ont des souvenirs de physiologie gastro-entérologique, c'est la tumeur des cellules de Cajal, les cellules pacemaker de la motricité du tube digestif, de l'œsophage jusqu'au rectum. Et ces tumeurs de cellules de Cajal, elles sont caractérisées par une anomalie moléculaire pilote, qui était la mutation de KIT, qui était un récepteur tyrosine kinase. Ça paraît très simple. La réalité s'est avérée infiniment plus complexe, puisque cette maladie, ces maladies qui s'appellent les GIST, qui étaient déjà réputées rares, on parle de 1 pour 100 000 par an en incidence, donc on va dire 600 à 800 nouveaux cas par an en France, s'est avéré en fait un cortège de maladies assez différentes sur le plan moléculaire, avec des mutations sur différentes portions de KIT et même des mutations sur d'autres molécules que KIT, PDGF, un récepteur qui est voisin, et puis même des mutations sur d'autres molécules, mutations mutuellement exclusives et qui définissent en fait sous ce qu'on appelait avant une même maladie, un GIST, des maladies extrêmement différentes avec des pronostics différents, avec des comportements cliniques différents, avec des réponses radicalement différentes aux inhibiteurs de tyrosine kinase que l'on a développés. En dépit de cet écueil, on a pu développer des médicaments dans les GIST tout venant sans utiliser ça, mais on sait au moment où on se parle que l'on ne doit pas traiter les GIST porteurs de mutations de l'exon 9 de KIT de la même manière, avec les mêmes doses de médicaments que ce porteur de mutation de l'exon 11, sinon on fait mal. Il ne sert à rien d'utiliser ces 2 médicaments pour traiter certains GIST porteurs de mutation du PDGF récepteur alpha sur le codon 842, D842V, qui fait 5% des GIST, parce que là, ça ne marche pas du tout, on ne rend pas service aux malades, et de toute façon, ils vont très bien, même si on ne leur fait rien. Ce que ça veut dire, c'est que si on n'a pas le séquençage en routine pour la prise en charge de ces patients, on les traite mal. C'est un exemple. Il y en a de multiples en cancérologie. Je dirais qu'il y en a de multiples et ça ne cesse d'arriver actuellement. C'est un problème majeur et se surajoute à ce problème majeur l'hétérogénéité au sein du clone tumoral. Parce que là, on parlait de différentes tumeurs de différentes personnes, mais à l'intérieur d'une même tumeur, d'une même personne, au sein d'une même métastase, on s'aperçoit que les divergences clonales dans une masse tumorale sont assez considérables, qu'on voit apparaître des mutations secondaires sur la même kinase qui, pour des raisons étranges et mystérieuses, tente à accumuler les mutations sur différentes portions de son gène, et puis sur des mutations adverses à 1 millimètre de distance sur une énorme métastase telle que celle que vous voyez là, vous pourrez avoir un profil génétique, un profil d'altération génomique qui va être radicalement différent. Comment est-ce qu'on intègre ça pour la prise en charge du patient et pour la décision thérapeutique? Au jour d'aujourd'hui, on ne sait pas comment appréhender cette hétérogénéité au sein du clone tumoral. Et cette hétérogénéité, elle n'est pas uniquement au niveau des métastases, elle est très précoce. Ici, c'est un papier dans le New England Journal of Medicine sur 4 patients porteurs de cancer du rein, dans lequel les auteurs ont très élégamment caractérisé différentes métastases, différentes portions de la tumeur primaire, et retrouvent une hétérogénéité tout à fait considérable, aboutissant aux mêmes conséquences sur le plan fonctionnel. Mais bien entendu, si la cible est mutée ou si elle n'est pas mutée, eh bien la conséquence thérapeutique va être radicalement différente. L'hétérogénéité est un enjeu majeur pour le traitement des maladies néoplasiques. L'hétérogénéité au départ et l'hétérogénéité dans le temps, donc ouvrant ainsi la dimension temporelle dans l'évaluation des altérations moléculaires qui sont un problème non résolu pour la recherche clinique en cancérologie. Alors il y a encore des choses plus simples en cancérologie, Dieu merci, on a des événements moléculaires qui sont plus tardifs et qui jouent un rôle également important.
Le grand retour de l'immunothérapie du cancer, on va parler plutôt l'arrivée de l'immunothérapie du cancer, parce que tout ce qu'on avait fait au cours des 30 dernières années était en gros quelque chose de purement empirique et anecdotique. C'est l'émergence de l'immunologie moléculaire au service de la compréhension de ce que fait le cancer, la cellule tumorale, sur le système immunitaire de l'autre et dans quelle mesure il contribue à le détourner pour favoriser le développement tumoral, ou en tout cas pour ne pas empêcher le développement tumoral. À travers la compréhension de ces mécanismes, on est capable de dériver des anticorps thérapeutiques dirigés contre des molécules produites par les cellules tumorales et bloquant la fonction du système immunitaire. Ici, l'exemple du couple PD1-PDL1, qui sont des molécules exprimées PDL1 par les cellules tumorales et qui vont bloquer le système immunitaire par différents mécanismes. Et il se trouve, c'était intuitivement a posteriori logique, ça n'était pas évident avant de démarrer les essais cliniques, que ces anticorps dirigés contre PD1 ou PDL1 ont une activité thérapeutique très large, indépendante, enfin pas relativement au-delà des différents sous-types histologiques et bien entendu dépendant de la présence de la cible. Au total, on est parti en cancérologie pour la recherche clinique d'une approche très ambitieuse, fleur au fusil, au début des années 2000, en se disant, eh bien voilà, trouvons la mutation cible, la mutation pilote, et appliquons à lui un inhibiteur tyrosine kinase, et tout va bien se passer. On s'est aperçu que ce n'était pas aussi simple, que probablement ces situations cliniques sont rares, pas exceptionnelles, mais rares, et que peut-être en 2014, on les a pratiquement toutes trouvées en cancérologie. Donc il nous reste la complexité à gérer. La complexité à gérer, ça va vouloir dire caractériser la tumeur de monsieur X de manière exhaustive, pour trouver les cibles importantes et pour leur proposer un traitement adapté non seulement à la tumeur elle-même, mais bien entendu dont l'activité va être dirigée contre la cible qui pilote la tumeur et contre des cibles secondaires qui jouent peut-être un rôle important. Bref, toute une combinatoire pour lesquelles on ne dispose pas encore des concepts de recherche clinique qui seront les plus efficaces. Probablement des designs bayésiens seront utiles pour développer pour mettre en évidence l'activité tumorale de ces nouveaux médicaments. Ce qui est sûr en tout cas, c'est que l'éruption de la biologie moléculaire induit une nouvelle vision de la maladie néoplasique. On n'est plus sur l'histologie virchovienne du 19e siècle, mais on est sur la caractérisation moléculaire, on est sur l'analyse du stroma, et que désormais les essais cliniques vont se faire sur des sous-types de sous-types de sous-types. Il n'y aura probablement, dans une grande mesure, plus que des essais sur des tumeurs rares ou très rares en recherche clinique en cancérologie dans les années à venir. Ça implique quoi? Ça implique qu'il va falloir travailler au sein de réseaux susceptibles d'identifier ces tumeurs rares et les sous-types moléculaires, et ça induit un bouleversement tout à fait conséquent, sur lequel l'Institut du cancer en France est une aide tout à fait précieuse, car à travers le développement des plateformes de caractérisation moléculaire, elle a offert à notre pays une situation de pôle position pour la caractérisation moléculaire des tumeurs, puisqu'on a à disposition, et pour un coût tout à fait modeste, la caractérisation moléculaire des anomalies les plus fréquentes, en tout cas si ce n'est pas la caractérisation moléculaire totale. Ceci étant dit, c'est pas quelque chose qui est fini, parce que cette caractérisation moléculaire, elle progresse de 3 mois en 3 mois, et on a mis à Lyon, il y a des essais tout à fait similaires qui se déroulent dans d'autres villes de France, des essais cliniques se proposant de caractériser les altérations moléculaires de manière exhaustive du patient tout venant qui échappe aux thérapeutiques standards. L'essai qu'on a à Lyon s'appelle Profiler. Le problème de cet essai clinique a été un problème que je n'avais jamais rencontré en 20 ans de recherche clinique en cancérologie. C'était un problème de vitesse de recrutement. On a été obligé d'arrêter le recrutement dans l'essai clinique parce qu'avec un seul centre inclus, on avait 40 patients inclus par semaine, et les biologistes moléculaires et bioinformaticiens nous disaient « Oups, on n'y arrive plus. On n'arrive plus à traiter l'information que vous nous donnez, on n'y arrive plus, donc s'il vous plaît, arrêtez. » Donc on est obligé d'arrêter l'essai pendant 3 mois pour le recrutement, pour laisser aux biologistes moléculaires et aux bioinformaticiens le temps de traiter les informations et de reprendre avec un rythme d'inclusion qui est un peu moins important, le temps de pouvoir augmenter la taille de l'équipe, le temps de pouvoir augmenter les équipements qui nous permettront de réaliser ce genre de choses. Mais ce type d'essai est actuellement, et ce type de problème est rencontré par d'autres centres, et ce type d'essai va nous permettre de nous guider vers des essais qui vont être développés non plus sur des sous-types histologiques, mais sur des sous-types moléculaires. En somme, on ne va plus traiter la tumeur de la thyroïde, de la tumeur du sein ou la tumeur du côlon, mais on va traiter la tumeur équipée de telles mutations, et l'hypothèse de départ, simpliste, probablement erronée, mais c'est un sujet de travail actuel, et que c'est plus l'anomalie moléculaire pilote, lorsqu'on va réussir à l'identifier, qui va nous permettre de donner le bon traitement. Des essais tels que MOS, c'est celui qu'on a à Lyon, il y en a d'autres qui se déroulent en France, mais la France est très bien placée puisqu'on n'a pas moins de 4 essais parmi la dizaine d'essais qui tournent dans le monde qui font ce type d'approche. Nous permettra de savoir si cette approche est valide, oui ou non. Je fais le pari avec vous aujourd'hui qu'elle sera probablement
partiellement valide au mieux, et que en fait la problématique que l'on va avoir derrière, c'est la gestion de cette complexité auquel je faisais allusion il y a quelques instants. Quelques papiers récents, et notamment cet article récent paru dans Cell, nous donne le chemin à suivre. Ce n'est probablement pas l'anomalie moléculaire pilote unique qui est la règle, c'est plutôt la somme d'événements génétiques plus ou moins important, une espèce de nuance de gris de somme d'événements génétiques et d'altérations et de mutations d'oncogènes et de pertes de gènes suppresseurs de tumeurs qui sont importants. Et donc, c'est la somme de ces différents accélérateurs en vert, perte de frein en rouge qu'il va falloir traiter. En somme, avoir une cartographie du génome de la cellule tumorale et pouvoir proposer des associations thérapeutiques ou des séquences thérapeutiques en fonction non pas d'un seul gène, c'est ce qu'on fait aujourd'hui, mais probablement de plusieurs gènes, c'est le futur. C'est beaucoup plus compliqué que ce qu'on estimait au départ, il y a beaucoup plus de sous-types, et la vision naïve que l'on pouvait avoir d'un objet simple de recherche est en train de s'évanouir au profit d'une myriade d'objets radicalement plus complexes. Et là-dessus, on va être obligé de s'orienter vers ce que nos amis des sciences dures, puisque la médecine est une science semi-dure, molle, pourrait-on dire, et probablement tirer l'expérience de ce qu'ils ont fait au cours des années des 2 derniers siècles en identifiant des questions a priori et en tentant de les résoudre. Les problèmes de Hilbert au début du XXe siècle et 7 problèmes par la clé Institute au début des années 2000 qu'ils résolvent de manière séquentielle et ordonnée par un processus collectif de recherche qui tente d'approcher ces questions, et on voit que c'est probablement vers cette direction qu'il va falloir aller également en cancérologie. En tout cas, on n'a pas d'autre solution parce qu'on ne peut plus faire les essais, comme je l'ai dit tout à l'heure, on n'a pas assez de ressources, pas assez de patients, pas assez de chercheurs et pas assez de moyens pour les faire autrement. Voilà, c'est ce que je voulais vous dire sur les avancées, le nouveau paradigme de recherche clinique en cancérologie. Le point clé, c'est de comprendre la biologie de la maladie, mais pas une compréhension superficielle, une compréhension authentiquement en profondeur sur ce qui pilote la maladie. L'importance du diagnostic moléculaire n'est plus à appuyer, je crois que c'est très clair. Elle aboutit à des fragmentations nosologiques qui nous permettent peut-être de cibler des altérations primaires, mais qui nous permettent surtout de comprendre dans la totalité la somme des différentes altérations. Je pense qu'il ne faut pas renoncer à étudier de manière les observations inattendues dans une approche empirique en retour, en quelque sorte. Point important également, évaluer ce que l'on fait in vivo, c'est-à-dire l'évaluation pharmacodynamique du médicament, retourner faire des prélèvements de la tumeur en cours de traitement ou plus probablement encore des prélèvements sanguins à travers des biopsies liquides. Tout ça nécessite une seule chose qui est absolument fondamentale. Nous sommes un petit pays et la seule manière de faire des essais cliniques sur des tumeurs qui touchent 10 nouveaux patients par an en France, c'est de les faire avec le reste du monde, et ça implique des collaborations internationales et des réseaux bien structurés. Ce sera ma conclusion et je vous remercie. Jean-Yves Blais, merci beaucoup d'avoir... En particulier, je retiendrai, ajouter à la complexité qu'on a discutée depuis le début de cette session, celle du temps, le temps de la recherche, le temps de la découverte, le temps du traitement qui viennent contracter. Alors on s'est laissé un peu emporter par la passion de tous nos orateurs. Je vais prendre la responsabilité quand même de donner la parole à la salle pour quand même quelques questions, précisions, discussions pour une poignée de minutes. Est-ce que vous avez des questions qui vous brûlent? Excusez-moi, j'ai les... Vous voyez le micro? Le monsieur avec la chemise bleue, merci. Bonjour et merci. Bonjour et merci à tous. Donc la plupart de vos interventions... Est-ce que je peux vous demander juste, quand vous posez des questions, de vous présenter pour qu'on sache... Oui, je suis attaché de recherche clinique et rédacteur médical dans une CRO. La plupart de vos interventions ont montré l'intérêt des études génomiques, peut-être protéomiques, notamment pour la médecine personnalisée qui est devenue actuellement la mode de la prise en charge de plusieurs maladies. Vous avez donné l'exemple de maladies métaboliques, le cancer, la maladie cardiovasculaire, et on sait que pour d'autres, comme les maladies auto-immunes et même les maladies neurodégénératives. Donc ma question c'est, est-ce que le coût assez élevé de ce genre d'études ne peut pas être, qui est estimé, à ma connaissance, entre peut-être 1 500 et 3 000 euros par test. Est-ce que vous pensez que le coût assez élevé de ce genre d'études ne constitue pas un obstacle pour leur utilisation dans la recherche clinique sur large échelle, surtout quand le nombre de patients nécessaires il est assez élevé? Et quelles propositions vous pouvez faire par rapport à ce problème? Merci. En cancérologie, en tout cas, on peut répondre de manière très simple.
Effectivement, si on faisait une caractérisation exhaustive du génome de la cellule tumorale, ça coûterait, enfin, actuellement sur le prix du marché est à peu près à 4 000 $, 5 000, on va dire. Le prix d'un traitement personnalisé, du dernier traitement personnalisé du cancer du poumon, sous-type de cancer du poumon qui vient de sortir, est de 9 000 € par mois. Donc en un demi-mois de traitement, on a l'équivalent simplement pour la caractérisation moléculaire. Et bien entendu, la caractérisation moléculaire nous permet surtout d'éviter le traitement chez les patients qui n'ont aucune chance d'en bénéficier. Donc le problème n'est pas le coût, et de toute façon le coût est en train de baisser de manière exponentielle. Le problème ne va pas être le coût de la caractérisation moléculaire maintenant, ça va vraiment être le problème des bioinformaticiens à mon sens. Tu veux ajouter quelque chose? Une autre question? Alain, Denis, Soisic, non? Personne? Bon. Peut-être pour rendre l'antenne relativement en temps, à moins que vous ayez un mot de conclusion les uns ou les autres, je pense qu'on a vraiment brossé très largement l'ensemble des sujets. Philippe, non plus? Bon, bah écoutez, il me reste alors à vous remercier infiniment. Je crois que vous avez vraiment détaillé chacun des points et l'ensemble des interventions ont couvert le sujet de façon magistrale. Merci à tous et bonne continuation du congrès.